Lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions les terres et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous les avons ouverts, les Blancs avaient la terre et nous, la Bible. Cette phrase attribuée à Jomo Kenyatta résume à elle seule toute la violence morale, politique et spirituelle de la colonisation. Elle dit l'essentiel, la dépossession, l'illusion, le renversement des rapports de force. Bienvenue dans Racines africaines, l'espace où nous remettons en lumière les grandes figures, les empires, les récits et les mémoires qui ont façonné l'Afrique. Aujourd'hui, on parle d'un homme qui a marqué l'histoire du continent, Jomo Kenyatta. Premier président du Kenya, indépendant, figure majeure du nationalisme africain et symbole de la lutte anticoloniale. Son histoire, celle d'un militant, d'un intellectuel, d'un leader politique, mais aussi d'un homme confronté aux contradictions profondes de l'Afrique colonisée, puis libérée. Jomo Kenyatta naît vers 1897 dans une période où le Kenya est sous domination coloniale britannique. Il appartient au peuple Kikuyu, l'un des plus importants groupes du pays. Très tôt, il est exposé aux transformations violentes imposées par la colonisation. Confiscation des terres, domination administrative, mission civilisatrice, pression culturelle et nouvelle organisation économique. Comme beaucoup d'Africains de sa génération, il grandit dans un monde où l'ordre ancien est bouleversé de force. Son parcours commence donc dans un contexte de dépossession et c'est précisément cette expérience qui va nourrir toute sa pensée politique. Du savoir à la politique, Kenyatta n'est pas seulement un homme de terrain, il est aussi un intellectuel, un orateur, un écrivain et un penseur politique. Il s'intéresse à l'éducation, à la culture, aux structures sociales africaines et à la question de la modernité imposée par l'Europe. À une époque où beaucoup de dirigeants coloniaux méprisent les sociétés africaines, Kenyatta entreprend au contraire de les défendre, de les expliquer, de leur redonner de la dignité. Il devient l'une des voix importantes du nationalisme kényan. Son objectif est clair. Faire reconnaître les droits des Africains sur leurs terres, leur autonomie politique et leur souveraineté. Le combat de Kenyatta s'inscrit dans un siècle de contestation de l'ordre colonial. Au Kenya, la question des terres est centrale. Les Britanniques s'approprient les meilleures terres, réduisant de nombreux Africains à la marginalisation, au travail forcé ou à la dépendance économique. Kenyatta devient alors une figure de résistance intellectuelle et politique. Il défend l'idée que les Africains ne sont pas que des peuples sans histoire, ni sans droit, mais des communautés capables de gouverner elles-mêmes. Son engagement lui vaut d'être surveillé, critiqué, puis poursuivi par les autorités coloniales. Comme beaucoup de leaders anticoloniaux, il paie le prix de sa parole. À un moment décisif de sa vie politique, Kenyatta est arrêté et emprisonné par les Britanniques. Il est accusé d'avoir soutenu ou inspiré le mouvement Momo, même si la réalité de son rôle exact a longtemps fait débat. Ce qui est certain, c'est que la période d'emprisonnement et de restrictions politiques renforce sa stature nationale. Dans la mémoire collective, il devient un homme que la colonisation n'a pas réussi à briser. Son nom commence alors à incarner non seulement une opposition, mais aussi une promesse, celle d'un Kenya libre. En 1963, le Kenya accède à l'indépendance. Jomo Kenyatta devient alors le premier ministre du pays, puis le premier président de la République en 1964. C'est un moment historique majeur. Pour la première fois, le Kenya se gouverne lui-même après des décennies de domination coloniale. Kenyatta devient ainsi l'un des visages les plus visibles de l'Afrique indépendante. Comme d'autres grands leaders du continent, il est à la fois célébré comme libérateur et interrogé pour sa manière de gouverner après l'indépendance. L'héritage de Jomo Kenyatta est immense, mais il est aussi complexe. D'un côté, il reste le père de la nation kenyane, un symbole de la libération politique, de la fierté nationale et de la fin de la domination coloniale. De l'autre, son pouvoir a parfois été critiqué pour son centralisation et pour certaines continuités avec les structures de domination héritées de la période coloniale. C'est ce qui rend son parcours intéressant. Il n'est pas une figure simple,
mais une figure historique réelle, avec ses forces, ses limites, ses contradictions. La citation du début est devenue célèbre parce qu'elle résume en quelques mots le mécanisme profond de la colonisation. Elle ne parle pas seulement de religion, elle parle de pouvoir de terre, de manipulation, de renversement symbolique. Elle montre comment l'évangélisation a parfois servi de porte d'entrée à la conquête politique et économique. C'est une phrase qui continue de résonner aujourd'hui parce qu'elle oblige à réfléchir à la manière dont l'Afrique a été transformée, contrôlée, puis racontée par d'autres. Jomo Kenyatta reste l'une des plus grandes figures du nationalisme africain et de l'histoire du Kenya indépendant. Son parcours raconte à la fois la colonisation, la résistance pour la souveraineté et les défis de la construction nationale après la libération. Dans Racines africaines, nous remettons en lumière ces figures, ces empires, ces récits, ces mémoires qui ont façonné l'Afrique. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Racines africaines, à MKG Talk, et n'oublie pas de commenter et de nous dire quelle figure tu souhaites qu'on exhume dans Racines africaines.